Hey, bienvenue tout le monde dans le trio économique. Ben oui, je suis là. C'est le trio cette semaine. Le steak, les patates, puis Yann. Je me demandais ça allait être quoi le troisième truc, puis finalement, c'est... Tu viens de te faire traiter de patate, Frank, je te dis juste ça de même. À bas la grossophobie. Ben, ça dépend. Si c'est des frites, c'est bon. Tellement habitué de me faire insulter que je le remarque même plus. Ah, écoute, c'est ça qui arrive, on est désensibilisé. Mais là, ça va pas, là, ton affaire. Là. T'as commencé le podcast, ton micro marche bien, ton son, il est bon, ton Internet a l'air de fonctionner. C'est parce que j'ai fait une entrevue à TVA ce matin. Pour l'Institut. Attends un peu, là. Non, là, Chris, tu veux vraiment starter la journée en m'insultant? Oui. Je fais 100 podcasts avec toi, t'es pas capable de plugger ton son comme du monde. Mais la raison... je suis en train de te donner un compliment pour te dire « Hey, c'est pas pire, un matin, tout fonctionne. » Tu me dis c'est parce que t'as été à fucking TVA avant. Chris, quand c'est TVA, tu fais attention, mais quand c'est moi, tabarnak... Pas vrai. Je voulais te gosser, ça a marché comme il faut. Je savais quel bouton je pesais. La raison, c'est que normalement, je suis dans l'autre pièce où la connexion est un petit peu plus mauvaise. Parce que ma conjointe travaille dans la pièce que la connexion. Non, tu fais un effort pour TVA, puis pour nous autres, tu fais pas d'effort, man. Asti que c'est insultant. Oh. Incroyable. Écoute, on va commencer. Écoute, ma Madeleine, calme-toi, là. Épargne tes petites émotions, là, sinon tu vas te présenter pour Québec solidaire. Là. C'est bien trop, je veux dire, si t'es sensible comme ça, là. Ouais. Mais finalement, je suis quasiment content que c'est pas Yann qui se présente dans Jean Talon pour le PQ, parce que celui qui est là, il en sort des vertes et des pommures, on va se le dire. Là. Lui, il drop la sauce. Oui, voici le texto que j'ai reçu de Martin Koskinen. Voici une autre affaire. Hey, mais avant qu'on commence sur notre sujet, ce que tu as pogné hier dans le podcast sur le fait que lui, il ne voulait pas se présenter en mentant, qu'il ne voulait pas faire le troisième lien, puis qu'ils ont dit d'attendre après l'élection. C'est magique. C'est vraiment subtil. J'aurais jamais pensé spotter ça. La manière dont tu l'avais spoté, j'aurais pas cliqué que ça voulait dire qu'ils avaient non seulement décidé qu'ils avaient... C'est pas genre qu'ils n'étaient pas sûrs à 100%, puis ils ont dit on va peut-être faire campagne là-dessus. Ils avaient délibérément décidé d'attendre après l'élection, mais ils avaient déjà fait leur décision qu'ils n'allaient pas le faire. Ce qui veut aussi dire... C'est quand même assez intense. Mais il n'y a aucun journaliste qui a sauté sur cette nouvelle-là. Hein? Ben là, ils vont sûrement faire l'affaire de est-ce qu'on te croit, est-ce qu'on ne le croit pas. Mais pour vrai, s'il a montré le message texte de Koskinen, du goaler des Oilers, il faut quand même réhabiliter ça. Vous le dites plus, là. Mais le gars, il goal plus pour les Oilers. C'est ça. Oui, mais il faut que le goaler des Oilers survive Martin Koskinen. C'est ça qui est important. Exact. Puis, mais... Ben oui, c'est ça, ils n'ont pas sauté là-dessus. Mais ce que ça veut dire aussi, puis qu'il y a d'autres, on n'a pas parlé hier, mais j'ai allumé par après, ça veut aussi dire que l'espèce de meeting qu'il y a eu, là, où Legault allait supposément rencontrer les députés mécontents de Québec, tout ça, c'est un fucking frame-up de A à Z. Là. Ben oui. C'est une pièce de théâtre. Là. Où Jonathan Julien est arrivé avec sa petite mallette, Geneviève Guilbeault, puis il y a Bernard Drainville qui pleure en avant d'un crucifix. En demandant qu'on le vous voit, bien sûr. Oui, c'est ça. Tout ça. Il demande au Seigneur de le vous voyer. Mais je le crois que Bernard Drainville n'a pas été mis dans le loop, par exemple. Ben, c'est parce que le gars du PQ il a donné une autre entrevue après. Hein, ou sinon, c'est Pascal Bérubé. Pascal Bérubé il a donné une entrevue que j'ai entendue où il dit, en passant, lui s'était fait promettre d'être non seulement ministre de la Capitale-Nationale, mais ils lui ont dit qu'il le mettait dans le comté de Lévis. Et ça, c'était avant qu'il annonce Bernard Drainville. Donc, Bernard Drainville, non seulement il n'a pas été mis au courant qu'il se faisait canceller le projet, mais en plus, c'est un fucking rebound. Non, c'est pas un rebound, c'est un sloppy second. Ah, c'est ça. Sloppy second. Puis lui, ils n'ont pas dit qu'il allait canceller le projet en plus. Ah, c'est magique, je suis désolé. Puis en plus, il donne le pire ministère au monde. Le ministère honnêtement, j'aimerais ça re-regarder la survie ministérielle dans le ministère de l'Éducation. Mais moi, je me souviens pertinemment d'un personnage que ça a été vraiment un train wreck de A à Z. Et c'était le bien connu Yves Bolduc, qu'on a complètement oublié. À l'enseignement. Ben oui, il avait été à l'enseignement. Il avait été à la santé pendant un moment. Et après ça, ils l'ont mis à l'éducation.
puis ça avait été une succession de bourdes, d'erreurs, et il a démissionné un peu, pas en scandale, mais avec des malaises, là, tu sais, comme tétané, ça avait été déplaisant. Ah, Là, il y a deux avait été ministères pour se remplacé. péter les Ouais. dents. C'est l'enseignement puis le transport. Ben, Eddie Van Roberge, il est content là, d'être au truc langue française et caribou. Là. Hey, C'est tu bien- peux juste gagner avec ça. Hein. Si Ben t'es oui. si dans un parti nationaliste, si tu es libéral, by the way, puis tu as ce ministère-là, tu peux juste gaffer. Fait que ta job, c'est de pas gaffer. Mais si tu es un péquiste et tu as ce ministère-là, amuse-toi, le bonhomme. Puis on Oh oui. s'entend pour dire que la CAQ, c'est le PQ, sans la seule bonne idée du Parti québécois. Ouais. Ben, Van Roberge, justement, il a fait une grosse annonce. Là. Ils vont mettre de l'argent dans Télé-Québec pour faire des quiz pour les jeunes. Oui, parce que les jeunes écoutent vraiment Télé-Québec. Non, mais Les sérieux. adultes aussi, by the way. Non, mais quand je dis que ces gens-là, c'est le classique du père qui descend dans le sous-sol là, quand ces jeunes sont en train de jouer à la console puis qui est comme hey, salut les jeunes, c'est cool, hein? C'est clairement lui. Là. Lui, il pense que les kids écoutent Télé-Québec. Sérieusement, mettons, je veux écouter Télé-Québec, je sais même pas quoi faire. Dans le temps des fêtes, on nous explique puis on nous fait comprendre que Ciné Cadeau, c'est encore vraiment écouté. Là. Ciné cadeau, OK. Tu sais, les épisodes de Lucky Luke. Ben, là. pour vrai, Ah moi, je ouais. me souviens que Astérix. quand mon Arthur était arrivé à l'âge de pouvoir écouter un peu la télé et de comprendre ce qui se passait, j'enregistrais les épisodes d'Astérix puis de Lucky Ouais, Luke. mais c'est pour que Mais je vais tu juste- toi-même. Attends. Oui, ben, en grande Arrête de te partie. mentir. à Exactement. toi-même, C'est là. exactement ça que j'allais dire. Mais l'autre chose, je voudrais juste souligner qu'il est quand même. Parce que je me souviens plus du budget de Télé-Québec, mais je me souviens que pendant le temps qu'on était à l'Institut, on avait voulu faire une sorte de cahier privatisation, des sociétés d'État à privatiser. Les revenus de Télé-Québec étaient presque insignifiants, Nul. mais les dépenses étaient vraiment élevées. C'est-tu du 70 millions par année, je pense, c'est le Québec? Ben écoute, dans le temps, c'était 35, mais ça remonte à 10 ans le chiffre que j'ai dans la tête. Fait que peut-être que ça a augmenté depuis, mais est-ce que Ciné Cadeau vaut 35 millions relativement au fait que si je vais sur YouTube, Sur YouTube. je vais sur YouTube, la plupart des épisodes que je mentionne, les Lucky Luke, les Astérix, sont probablement gratuitement disponibles ou au minimum, ils sont sur des plateformes sur lesquelles tu peux les acheter pour Oui, ben 2 $. Donc, si vraiment tu as un craving de regarder Astérix, prends ton argent, là, arrête de prendre l'argent des contribuables pour que ça soit disponible, soit dit en passant, juste pour 6 semaines pendant l'année. Le gouvernement, il nous a donné 100 millions sur 5 ans, by the way. Ben écoute, ça montre que probablement le chiffre de 35, il n'a pas suivi, il a augmenté. Parce que ça Hey, veut dire revenu, sur 5. hey, c'est malade. Revenu de Télé-Québec, 2022 réel. Subvention du gouvernement, 94 millions. Non, pas vrai. C'est pas vrai. Subvention, 69 millions. Puis là, c'est tout spreadé de différentes manières. Et les ventes, 17 millions. Pour un total de revenus de qu'ils vendent? 94 millions. Qu'est-ce Il doit y avoir un qu'ils peu de pub ou quelque chose. Sûrement des produits qu'ils ont créés, qu'ils ont vendus genre à d'autres chaînes de télé. Ou ils font de la production, ils vendent des services peut-être, ou peu importe. Ouais. Mais écoute, c'est 70 millions de subventions. Hey, j'ai-tu la mémoire, man? Je t'ai dit 70 millions. Ouais, t'étais pas mal on pas target pire. de Pas si pire, l'institution. J'ai l'air plus cave que je suis. Mais 94 millions de Ouais, revenus. mais t'as l'air écoute. très cave. Ouais, je sais. Je m'arrange pas pour. Mais, hey, il y a donc bien de dépenses. Ben, là, il va falloir que tu 13 rajoutes millions un de 5 millions de plus parce que c'est ça que ça va coûter faire le quiz. Non, 100 millions. Il a dit 100 c'était 100 Ils millions. ont il a octroyé 100 millions sur 5. Hein. Ah non, mais je veux dire, de ça, le faut que show, tu le rajoutes ouais, c'est ça, le truc. Ah, avec le les show. quiz, OK, le là. show n'est pas inclus dans l'enveloppe de 100 Ah non, c'est millions. nouveau, là, ça vient d'être annoncé. Là. Mais, Ah, mais mais c'est vrai que c'est un beau ministère, pareil. Tu sais, Hey, mettons, dans le dernier budget, ça a passé, ce 100 millions-là. Personne, on n'a jamais entendu parler. Un soutien majeur de 100 millions de dollars pour Télé-Québec. pour vrai, Télé-Québec, c'est une des premières affaires que j'ai aucun problème à privatiser. Je veux dire, il y a des affaires que tu pourrais dire On que cache l'État- des vieux artistes has-been là-dedans, là, on s'entend-tu? Là? Je n'irai pas sur ce jugement-là. C'est plus Oh. l'idée, c'est est-ce que vraiment la production culturelle de Télé-Québec se ferait sans Télé-Québec à la valeur des subventions qui sont données à toute fin pratique? Puis la réponse, je pense que c'est clairement non, étant donné que c'est à toute fin pratique une duplication de ce que Radio-Canada fait. Écoute, Donc, tu es en train d'avoir deux sociétés d'État qui se Moi, cannibalisent. je ne sais même entre pas ce elles. qu'ils font, honnêtement. OK, je suis sur leur programmation. Il y a H24 ici.
24 heures dans la vie d'une femme. OK. À boire et à manger. Anne Boleyn, je ne sais pas c'est quoi. Au-delà du sexe. Anne Boleyn, c'est la deuxième femme de Henri VIII, qui était celle qui s'est fait couper la tête parce qu'elle n'avait pas donné un garçon. OK. Bon. Bleu, jeans bleu en téléski. Ah, c'est bol. Belle et Bomme. Belle et Bomme, qui est probablement une des émissions qu'on entend parler pour vrai à Télé-Québec. Ça, c'est écouté pour de vrai, Belle et Bomme. Ouais, mais pourquoi ça pourrait pas être à une autre chaîne? Alors, pourquoi c'est pas sur YouTube, ce truc-là? Ou même, maintenant, c'est exactement ça. Parce que présentement, je te dirais, il y a 10 ans, le cas pour privatiser Télé-Québec n'aurait pas été super. Ah, il y a Curieux Bégin. Mais pour vrai, tous ces mécanismes-là, pense à comment est-ce qu'un entrepreneur privé pourrait tout mettre ces trucs-là sur YouTube avec les émissions pour enfants. D'ailleurs, tu regarderas c'est quoi les canaux les plus populaires sur YouTube. Ah, on Je a pense Deux que hommes dans en le or top avec 5, Patrick Lagacé. ouais, ça, tu peux t'en débarrasser. Si tu regardes les top 5 canaux, il y en a, je pense, 2 ou 3 que c'est des trucs pour enfants que les parents mettent pour que les enfants écoutent. Tu as Coco Melon, si tu as des enfants en jeune âge. Mais il n'y a aucune raison pour laquelle toutes ces plateformes-là, tous les produits, surtout dirigés vers les enfants, ne pourraient pas se déplacer en ligne avec un branding québécois. Il n'y a aucune raison que ça doit être dans la vieille production que Télé-Québec fait. Pour vrai, c'est le genre d'affaires que non, je comprends pas non plus. Hein. Si on écoute Télé-Québec puis vendre le capital intellectuel à des gens qui vont ensuite en assurer la diffusion. OK, on écoute Télé-Québec aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on s'est mis sous la main? Ping et ses amis, 3 à 5 ans. La tribu Monchichi, 3 à 5 ans. Abby Hatcher et l'Hôtel Fantastique. Anna et ses amis. L'heure du conte. L'heure du conte, ça, c'est Barbados, ça? Sûrement. Pas mal sûr. C'est-tu Barbados, ça? L'heure du conte. Oh, mais moi, là, puis d'après moi, je suis pas mal représentatif des auditeurs. Là. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai plus le câble. Là. Comment je fais pour écouter cette patente-là? Ah, c'est ses oreilles de lapin, Télé-Québec. Ben, ça marche plus, ces oreilles de lapin. Ça marche plus l'analogue, mon gars. Ben non, mais OK, pas les oreilles de lapin, c'est numérique, là, mais je veux dire, c'est dans les airs. Là. Tu peux pas léguer ça sur une TV conventionnelle. OK. Ouais. Ça prend une antenne numérique. Ben, quand je me suis décâblé, je l'ai fait un peu. Ça a duré un mois ou deux, puis à un moment donné, tu te tannes. Ah ouais. Tu voulais ta dose de Patrice Roy, puis là, t'étais correct après. C'était ça. Ben là, je sais pas, moi, j'essaie de voir le motif derrière ça. Là. OK, on va juste passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Je comprends pas que c'est non, mais tu sais, c'est plein d'émissions pour enfants. Là. La famille Blaireau-Renard, Grizzly, mais c'est les toutes des affaires que tu peux mettre sur des chaînes de streaming. Je comprends pas, moi non plus. Je comprends pas. Pat Patrouille. C'est Pat Patrouille, c'est important, la Pat Patrouille. C'est un documentaire sur le PQ, ça aussi. Oui, exact. Les Schtroumpfs sont rendus en 3D. D'ailleurs, j'ai jamais entendu une meilleure publicité pour Pat Patrouille qu'il y a un article scientifique, OK? Vraiment, je mets des gros air quotes autour de scientifique, publié dans des trucs de cultural studies. Encore une fois, je mets des air quotes. Oh, ouais. Parce que c'est vraiment important d'ajouter beaucoup d'air quotes autour de tout ça. Mais il dit que la Pat Patrouille, c'est l'émission la plus néolibérale qu'il n'y a pas à la télé. Puis après ça, il explique. Puis quand je lisais l'article, j'étais là, stop. You had me at neoliberal. J'étais là, c'est comme, tu réalises que tu es en train d'essayer de chier sur cette affaire-là, puis tout ce que j'ai décidé de faire. Parce que je le regarde avec mon garçon, mon plus vieux garçon. Puis là, t'es rendu que t'aimes ça juste depuis que le gars. Mais pour vrai, il n'y a rien dedans qui est ça. Il faut vraiment que tu cherches l'idéologie. Il faut que tu cherches. Puis là, j'étais là, mais sais-tu quoi? Juste parce que tu dis ça, je vais le regarder avec plus d'intérêt. Non, Pat Patrouille, là, c'est grosso modo, c'est une crise d'épilepsie après 2-3 épisodes d'affilée. Les couleurs sont tellement hallucinantes, là, c'est capoté. Ouais. Mais les émissions pour adultes commencent le soir. En fait, ça commence à 19h. La première émission vraiment pour adultes, c'est 19h, c'est l'Indice McSween. Ça, c'est une autre raison pour laquelle on pourrait privatiser Télé-Québec. Pierre-Yves McSween, je me souviens de mon débat avec lui sur Twitter, où est-ce qu'il y avait de la difficulté à comprendre qu'un crédit d'impôt, c'est comme une subvention. Puis il était là, non, c'est pas une subvention. Oui, ça l'est. Tu subventionnes un comportement en particulier. Et il insistait, puis...
Like-moi, grand public, like-moi, c'est quoi cette émission-là? Je ne sais pas. À boire et à manger, il y a du monde à la messe, la belle tournée, puis Québec avec un cas. Ça, c'est quoi ça, Québec avec un cas? Oh, ça doit être un enfant de canot d'écorce avec. Je sais pas, là, t'as peu. Guidé par des historiens et des experts de la passion contagieuse, Rose Aimée Automne T. Morin nous invite à chaque semaine à plonger dans la... Rose Aimée Automne T. Morin. À plonger dans la vie de deux personnages dont la vie et la carrière ont influencé l'histoire du Québec. Chaque destin invite un voyage entre hier et aujourd'hui et nourrit une observation sur des enjeux actuels. Tu sais, non, c'est une fille qui écrit dans les médias, elle. Oh, oui, elle écrivait dans le 24 heures, je ne sais plus trop. Là. C'est exactement mon point. Télé-Québec, c'est une machine à soutenir des amis médiatiques de la machine. C'est pas plus compliqué que ça. Ben, je pense qu'ils l'avouent eux-mêmes. D'ailleurs, ceux qui défendent ça un peu, là, quelques nationalistes, c'est que le but de ça, c'est justement c'est de faire vivre la culture québécoise. Ouais, mais ça, cet argument-là, la raison, c'est que... La belle tournée, c'est Guy Jodoin. Là. Non, mais attends une minute. La chose que je trouve vraiment déplaisante de cet argument-là, c'est parce que ça implique qu'il n'y a pas le talent. Puis ça, c'est vraiment un argument condescendant qui sort. Parce que ça implique que sans la coercition que l'État a, tu ne pourrais pas avoir de culture québécoise. Est-ce que tu réalises la condescendance de cet argument-là, de dire que les Québécois ne sont pas capables de créer des contenus culturels qui attirent d'autres Québécois sans qu'on crée une sorte de coercition ou d'incitation forte avec la main forte de l'État? C'est quand même d'une condescendance absolue, étant donné que tu regardes juste un peu l'histoire du Québec. C'est pas comme si la culture québécoise avait émergé tout seul, il n'y avait rien avant que l'État apparaisse. Non, il y a eu des périodes où les émissions québécoises, là, il y en avait plusieurs qui dominaient. Là. Moi, je me rappelle de l'âge d'or de Musique Plus. Là, il y a du monde à la messe. Regarde, là, c'est qui qu'on entretient? Là, on entretient Christian Bégin, man. C'est important que Christian puisse il aime vraiment pas Christian Bégin. Ben oui, mais ce gars-là n'a pas de talent. Je ne sais pas c'est qui, pour vrai. Christian Bégin, là, je ne sais pas c'est qui, puis je m'en fous. Un poste de télé qui se nourrirait d'argent provenant de commanditaires qui donnerait une job. Ouais, c'est le gars qui le gars, il a toujours été dans des canaux comme Télé-Québec. Sans subvention, il n'existe pas. Écoute, peut-être que le point, c'est que ce n'est pas le bon contenu culturel qui est produit. Tu as des gens qui se spécialisent dans l'entrepreneuriat politique pour devenir des artistes entrepreneurs politiques, pas des artistes entrepreneurs, ce qui est tout à fait différent. Mais le point, je pense, maintient, c'est que si tu devais privatiser Hydro-Québec, puis en fait, de tous les ministères, le ministère de la Culture, je l'enlèverais au complet, puis je remplacerais tout ça par des crédits d'impôt plus généreux à la culture Québec, à la consommation d'items culturels. Ça serait vraiment la seule chose que je ferais. Puis, je ne ferais pas une discrimination Québec, pas Québec, des produits culturels. Je ferais vraiment juste, si tu consommes des produits culturels, tu as un crédit d'impôt sur la consommation de produits culturels. Ce n'est pas à l'État de décider quel produit culturel devrait être consommé. Puis, je donne le crédit d'impôt comme une concession. Je ne suis pas fan de l'idée, mais je préfère, si tu me dois me dire entre les deux alternatives... Arrête d'être gentil, Chris. Ça non, mais des fois, c'est juste l'idée qu'à un moment donné, des fois, tu donnes une nanane pour avoir quelque chose. OK, c'est pas exactement ce que je veux, mais si on enlève cette affaire-là vraiment atroce puis que tu préfères la nanane, un crédit d'impôt sur la consommation culturelle, ça va coûter une fraction de ce que ça coûte présentement de faire tout ça, parce qu'il y en a déjà des trucs comme ça qui existent. Tu es consolide sous une même égide, puis that's it, that's all. Si tu achètes des livres, il y a des rabais d'impôt dessus. Mais tu as déjà des exemptions, la TVS, TVQ. TVQ, excuse-moi, ça s'applique pas sur les livres. Donc, comme Télé-Québec demain matin, il n'y a pas moins de consommation culturelle au Québec. On consomme déjà pas ça. Il y a quelque chose, par contre. Il y a des artistes qui font moins d'argent. C'est juste ça, la game. Là. Il n'y a personne qui écoute cette chaîne-là. C'est même pas des artistes. On va préciser pour les gens. Je sais qu'est-ce que tu veux dire, mais précisons pour les auditeurs, certains artistes. Parce que présentement, ceux qui réussissent à percer dans ce système-là, c'est ceux qui sont capables de produire du contenu culturel, mais aussi de faire de l'entrepreneuriat politique, ce que Yann imite assez clairement avec... L'entrepreneuriat politique, c'est vraiment bien dit, ça. Non, mais c'est ça que c'est. C'est un terme qui est utilisé dans la littérature économique. C'est pas de l'entrepreneuriat que tu es en train de faire, c'est de dépenser des ressources pour réallouer des ressources
de l'État vers toi. Tu n'es pas en train de créer de la valeur, tu es juste en train d'essayer de convaincre quelqu'un d'utiliser son pouvoir pour réallouer une certaine enveloppe budgétaire d'une autre personne vers toi. Ce n'est pas nécessairement productif. Par contre, regarde des artistes au Québec qui réussissent finalement juste à percer quand ils regardent vers l'étranger. Peut-être que la proportion de Québécois qui vont à l'étranger pour produire leur contenu culturel, c'est peut-être en fonction du fait qu'ils ne sont pas capables de percer sur le marché québécois parce qu'il y a un effet d'éviction par ces entrepreneurs politiques-là qui saturent le marché. Si ces entrepreneurs-là disparaîtraient, peut-être que tu aurais plus de production dirigée vers le Québec. Oui, puis tu as le biais de la langue aussi. Là. Je veux dire, c'est indéniable. Oui, mais le biais de la langue marche pour mon argument bien plus. Parce que je sais. Pour qu'un Québécois se dise, regarde, je ne peux pas gagner, il faut que j'aille à l'étranger pour produire. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que l'entrepreneuriat politique a tellement saturé le marché qu'il y a un effet d'éviction, puis il y a des gens qui c'est beaucoup plus coûteux pour eux de quitter qu'ils quittent. Bien, imagine si tu rendais le marché sans avoir toute cette espèce d'étatisme de la culture qui est là, tu aurais probablement beaucoup... Moi, je suis prêt à mettre beaucoup d'argent sur l'idée que tu aurais probablement plus de production culturelle québécoise sans l'État qu'avec l'État. Oui, absolument. Et ça, c'est sûr et certain. De toute façon, moi, j'ai jamais compris la mentalité là, qui consiste à dire que c'est à l'État de décider c'est quoi la culture québécoise. Là. La culture québécoise, c'est la culture que les Québécois se sont appropriés. Ou ont créé, ou ont généré. Oui, mais c'est ça, mais ce que je veux dire. Non, mais c'est important parce qu'on n'arrête pas de dire que la culture québécoise, c'est ce qui est produit uniquement par des artistes québécois, francophones, etc. Je suis désolé, là, mais il y a plein de trucs de culture, de la culture soit américaine, européenne, ça fait partie de la culture québécoise, c'est imprégné dans les références des gens, dans leurs habitudes. Tu sais, je veux dire, je sais pas, moi, Maman, j'ai raté l'avion, là, ça fait partie de la culture québécoise. Tout le monde a vu ce Christy de film-là quand on était kid, puis ça fait partie de la culture québécoise. C'est pas un film québécois. Ça fait partie de notre culture. On l'a presque tous vu. Les films de Noël que vous avez vus, les groupes de musique célèbres que vous connaissez. C'est quoi cette vision-là complètement limitée que la culture québécoise, c'est ce que des artistes qui ne sont pas nécessairement super connus font? Ben oui, ça en fait partie. Mais la culture des gens, c'est pas juste celle qui est produite par les locaux. C'est celle que les gens s'approprient de par leurs habitudes, le mode de vie, etc. Là. Ça, je veux dire, Elvis, les Beatles, ça fait partie de la culture québécoise. Là, tout le monde connaît ça. Là. Décret 365-2023, 22 mars 2023. Concernant l'octroi d'une aide financière maximale de 3,4 millions à Groupe TVA Incorporé au cours de l'exercice financier, pour soutenir la 3e saison de l'émission télévisuelle La Belle Tournée, constituée de 13 épisodes. 13 épisodes, combien le montant? 3,44 millions de dollars. Ouais. Guy Jodoin, là, il s'en va dans une région du Québec puis il fait un petit show. Là. Non, c'est sûr que un épisode, là, c'est quasiment 300 000 $ de subvention pour un épisode. Puis ça, subvention, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres financements qui viennent avec. C'est ça, là. Oh, il doit y avoir du financement. Il y a probablement du financement du fédéral aussi. Crédit d'impôt. C'est pas l'entièreté des coûts, là, for sure. Mais écoute, quand l'État fait de la culture, là, la manière de résumer tout ça, c'est que l'État ne fait pas de la culture, l'État fait de la taxidermie. C'est ça qu'il fait. La taxidermie. Il prend de la culture qui existe, puis elle devient figée dans le temps. L'État n'est pas créateur. Il faut arrêter de penser que l'État est capable de créer des nouvelles choses. L'État est juste capable de prendre des choses qui ont déjà été faites par des gens de manière privée. Mais c'est toutes des has-beens, pas pour rien. Là. Les codifier, puis après ça, les remplacer. Puis là, après, les gens font juste copier ce que l'État a décidé qu'il voulait subventionner. Mais l'État n'a aucune... C'est quoi la fonction de profit de l'État pour innover? C'est quoi que l'État gagne comme profit de créer des nouvelles affaires? Il n'y a aucun profit de ça. Tandis que l'entrepreneur culturel, lui, il fait un profit de créer quelque chose. Je veux juste dire pour les auditeurs, là, c'est que le choix du mot est quand même intéressant parce que si vous cherchez la définition de taxidermie, on dit c'est l'art de préserver les animaux morts pour conserver leur apparence de vie. Autrement dit, c'est empailler. Ah oui, bien c'est ça. C'était ça. Le point, c'est que tu es en train d'empailler la culture, mais les animaux morts. Non, c'est juste que ton mot a l'air comme ça, plugué de manière anodine. Ça a juste l'air d'un autre mot qui veut dire ça. Pour vrai, c'était placé
parce que c'est la pratique de ça. Ouais. Mais j'avais pas vu l'espèce de double entente que tu pouvais faire. Pour vrai, maintenant que tu l'as dit, je suis pas sûr que je vais vouloir le dire parce que maintenant, je vais entendre l'insulte. Puis j'essaie d'être généreux. Ça devient dur avec vous deux ensemble d'être généreux parce que vous entretenez mes mauvais réflexes de vouloir être baveux. Puis non seulement ça, mais il y a des gens qui les entretiennent aussi d'autres manières en étant éminemment bavables. Mais bon, on a réglé le dossier, privatisons Télé-Québec. Ben, tu peux pas privatiser ça, il faut que tu le fermes. Arrêtez de mettre des gants blancs. Non, mais privatiser, la vérité. Privatiser, ça veut dire qu'il y a des actifs. Personne ne veut acheter ça. Là. Non, mais tu liquides, tu peux faire. Tu n'es pas obligé de vendre l'entité en soi. Chris, ça vaut le prix des 4 caméras qu'ils ont. Tu peux vendre les actifs. Tu peux dire tous les actifs vont rentrer dans un fire sale. Ah oui, mais ça vaut combien, tu penses? 2 piastres? Ben, il y a un bâtiment. Le bâtiment étant quand même à une bonne place à Montréal. Le bâtiment, à lui tout seul, au moins 5, 6, 7 On fait des enchères, puis au plus fort la poche. Ça vaut pas une crise de scène. Bon, as-tu vu où est-ce que le bâtiment est à Montréal, le gros? Ce bâtiment-là, je dis 5, 6, 7 millions. Facilement 20 millions. Fait que, OK, check. Actifs financiers, 76 millions de dollars. Passifs, 131 millions de dollars. C'est géré par le gouvernement. Tu pensais-tu vraiment que ça valait quelque chose, comment est-ce qu'il peut avoir un passif de 136 millions? Déficit cumulé. Déficit cumulé. Comment? Attends, t'es-tu en train de me dire que leur passif... Attends, les actifs financiers, ils disent-tu c'est quoi leurs autres actifs? Ils ont 12 millions, dans le coffre de banque, 10 millions en créances, 54 millions en subventions à recevoir. Ça, ils appellent ça un actif! Subventions à recevoir. Oh wow! Oh wow, ils appellent ça un actif! Hey, dans les passifs... C'est-tu de la créativité comptable, ça? Dans les passifs, tu as des emprunts temporaires, des charges à payer, des droits de diffusion à payer, des dettes à long terme, des revenus reportés. Des revenus reportés. Les avances du gouvernement du Québec. Ah, t'es en train de me faire fâcher. Fait que la dette nette, d'habitude, un bilan, c'est actif, passif, puis équité. Mais les autres, c'est dette nette. Fait que quoi? Attends, fait que ça veut dire que dans leur rapport comptable, ils ne donnent pas la ventilation. Dans dette nette, ils appellent ça actifs non financiers, des droits de diffusion, des immobilisations corporelles, des charges payées d'avance. C'est quoi des immobilisations corporelles? Ça, c'est la bâtisse que tu parlais. Ça. OK. Pourquoi tu n'appelles pas ça un bien immobilier? C'est ça que c'est... Dette nette à la fin de l'exercice, 54 millions de dollars. Fait qu'ils ne sont pas en situation de bénéfices non répartis, eux autres. Là. Si c'est une succession, elle est refusée. Ouais, pas mal. Mais écoute, quand tu dis... petite bâtisse, là, ils se doivent le cul dessus. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est que probablement le gros problème, c'est que si on fermait Hydro-Québec, Télé-Québec, on serait probablement en train de perdre de l'argent. Ben, il faudrait probablement octroyer une subvention pour payer le prêt à la banque. Parce que... ça veut dire que le seul bénéfice de vendre les actifs, de liquider l'entité au complet, c'est d'arrêter de perdre de l'argent. C'est d'arrêter de perdre de l'argent. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir une entrée d'argent l'année de la prix. Hey, ça, là, c'est-tu déprimant à dire? Ça veut dire que généralement, les privatisations sont associées à des grosses entrées d'argent pour l'État. Ça serait probablement une des rares privatisations que l'objectif, c'est de perdre de l'argent une année pour après ça ne plus jamais en perdre. C'est quand même... Je pense que pour vrai, c'est le cas d'une privatisation le plus faible que j'ai jamais vu. Parce que là, t'es comme... privatisé. Non, mais politiquement, il n'y a aucune chance que ce soit privatisé juste à cause de ce que Yann vient de dire. Parce qu'il y a un politicien qui va se dire, ben, je ne peux pas gagner une élection avec plus de dépenses maintenant qu'avant. Parce que là, ben là, je ne serai pas capable de dépenser sur d'autres choses. Puis il n'y a personne qui s'en soucie de l'affaire des revenus sauvés dans 5 ans, sur 5 ans après qu'on n'a pas besoin de dépenser en subvention. Puis non seulement ça, mais tout le monde, tous les journalistes québécois vont être sur mon dos parce que je tue la culture québécoise. Juste à cause de ce que tu viens de dire, le cas de la privatisation est excessivement clair ici, mais il n'y a aucun politicien qui va vouloir prendre ce chapeau-là. Ah, mais de toute façon, si jamais ce l'était, ce le serait à la mode panier bleu. Là. C'est-à-dire, ah oui, on est devenu une entreprise privée, mais en arrière, c'est Fonds de solidarité, Investissement Québec, puis... Pierre Fitzgibbon. Guidon. Il est dur à retenir, ce maudit nom-là. Bon, écoute, on a réglé le dossier, là. Télé-Québec, c'était fermé. Parlons des enseignants.
Ton bâtiment, il vaut 8 millions, ton terrain vaut 1,2 million. Yann, il veut pas lâcher. Hein? Le réseau d'antenne vaut Quand il 33 commence millions. à faire ça, là, on va être là-dessus pendant 1 heure. Yann, c'est comme un pitbull, mais une fois qu'il a pogné quelque chose, la seule manière que tu peux le faire relâcher, c'est que tu lui mets une corde autour du cou, puis tu serres jusqu'à ce qu'il fasse. C'est la seule chose que tu peux faire. Yann, c'est un pitbull, man. Il lâche pas. Fermez-moi ça. C'est même pas privatisation, c'est fermez ça, calvaire. Non, il faut quand même Curieux que tu payes, Bégin, là, il peut prendre sa retraite. Il faut quand même que tu payes les créditeurs. Curieux Bégin, il n'y aura plus de job si on ferme Télé-Québec, mais Christy, Je sais pas c'est qui, arrête d'en parler! Je me souviens pas. Tu penses que c'est un argument, mais je comprends pas c'est quoi l'argument. C'est ça le running gag, Vincent. Personne ne le connaît pour vrai. Ouais, je pense que c'était ça l'objectif de la blague. Ouais, c'est ça. Parlant d'être dans le trou, le ministre... J'essaie de pratiquer mes transitions de sujet. Là. Non. Continue tes transitions parce qu'ils sont parfaitement malaisantes. Ouais, c'est ça. Parlant d'être dans Tu avais réussi ta transition, by the way, parce qu'on parlait de Bernard Drainville. C'est là que je m'en vais. On n'a pas complété. C'est exactement. Donc, parlant d'être dans le trou, Bernard Drainville, parce qu'il ne fait pas juste pleurer devant des crucifix puis vouloir interdire des téléphones à l'école. Il nous a appris... Il faut qu'on le voit. Hein? Oui, puis c'est ça. Excusez. Monsieur Drainville. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre a annoncé en conférence de presse, l'air tout piteux, qu'il manquait supposément 8858. J'aime le 58. Professeurs, enseignants pour aller dans les classes. Et il nous précisait que l'objectif très ambitieux d'avoir un adulte par classe ne serait peut-être pas respecté. Fait que c'est ça qu'on a. Et Vincent, ça donne bien parce que tu as sorti avec l'IADM un papier qui s'appelle « Une plus grande flexibilité dans l'embauche et le congédiement des enseignants améliore la qualité de l'éducation ». Je vais le faire apparaître à l'écran. Ben là, Gelozo, là, il nous parle de congédier des enseignants, tandis qu'il en manque 8800. On s'en fout dessus. On n'a pas les moyens de congédier des enseignants. Ouais, faisons, mais sérieux, si, mettons, il y allait, tout le monde en parle, c'est clair que la question s'arrêtait ça. Oui, mais écoute, je suis pas sûr que j'aurais jamais une chance d'aller à tout le monde en parle, largement parce que je pense que ce que je pourrais dire à Guillaume Lepage serait trop difficile à expliquer à Guillaume Lepage. Mais si jamais tu es invité, il faut que tu y ailles avec la casquette. Je devais la mettre. Sérieusement, mais juste pour ça, il faut que tu acceptes. Ça n'arrivera pas, mais mettons que ça arrive, tu le fais juste pour le troll d'y aller avec la casquette. Je suis désolé, c'est une chance inouïe. Non, mais c'est baveux ce que je dis, mais pour vrai, dans les gens qui sont présentés comme des intellectuels sur la place publique, Guillaume Lepage est dans le top du ratio de overstated à qualité. C'est le gars de camping sauvage, là. Arrêtez. Là. Écoute, arrête. Et là, mais première affaire, c'est que cette affaire-là, des pénuries d'enseignants, ça revient. Ah oui, c'est bon ce truc-là. Tu nous en as parlé en pré-show. Il faut que tu. Je ne sais pas si tu es capable de partager ton écran. Si tu m'as donné le partage d'écran, la plateforme de la BANQ ne facilite pas le. Parce qu'une fois que tu fais le lien, il n'y a pas de lien unique qui est fait. Il garde parce que la plateforme est interactive. OK, regarde, sinon, on te croit sur parole. Tu as juste à nous donner en gros, ce que tu as cherché, c'est dans les articles de journaux passés. Yep. Les autres fois où on a parlé de ce truc-là. Donc, du fait qu'il manque d'enseignants, il y a un problème avec les enseignants, etc. Bon. Donc, là, tu devrais voir mon écran, là, si ça marche bien. Ouais. Bon, mais regarde. Pénurie Donc, j'ai été sur BANQ. D'ailleurs, c'est un beau site web. La BANQ fait vraiment... La plateforme est vraiment bonne. As-tu cliqué que tu voulais tes résultats en anglais? Parce que je suis aux États-Unis, elle ne me pose pas la question. Ça reconnaît où est-ce que mon adresse IP elle est. T'es sérieux? J'ai jamais eu la question. J'ai jamais vu la question m'être posée quand je cherche dans Québec, Mercury ou des choses historiques. Mais juste pour voir. Donc, le devoir, 2003. Comment remplacer ces enseignants alors qu'une pénurie d'enseignants est déjà au rendez-vous? Le devoir, 2006. Une pénurie appréhendée d'enseignants dans plusieurs domaines. Le devoir, 2006 encore, mais là en mai, pas en mars. Le devoir, pénurie d'enseignants. Le Conseil supérieur d'invitation de l'éducation invite à la prudence. Le devoir, 2009. Là, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une fausse pénurie d'enseignants. Donc, il y a quelqu'un qui dit quelque chose que moi, j'aurais probablement dit. Le devoir, 2003 encore. La pénurie aiguë d'enseignants à Montréal. OK, là, est aiguë. OK, ouais, est aiguë.
2007, le devoir. La formation des maîtres et la pénurie d'enseignants au secondaire. Mais y a-tu juste le La devoir presse, encore, là, qui parle 2005. de ça? La presse. Le devoir, probablement, mais on a la presse ici. Grave pénurie d'enseignants. C'est grave. Le devoir 2002, pénurie d'enseignants. Il en manque ou il en manque pas, là? Ben, écoute, le devoir, la presse 1999. Pénurie appréhendée d'enseignants. On était à l'école dans ce temps-là, Vincent. On avait 15 ans. Ah ouais. Écoute, on peut continuer. Là. La presse 2008. Écoute, fais la liste de toutes les années parce que j'ai cherché entre 1987 et aujourd'hui. Si tu fais la liste de toutes les années depuis 1987, on en a checké au moins 5 depuis. Là, regarde, on a 2008. Ah, là, on a un 2017. Faire plus de résultats. Regarde, on en a une sur la Côte-Nord en 2018. Là, on a checké 2018. On a, on a un 2004. On a un 2004 maintenant. On a checké 2004. On a aussi un 2001 dans le 2016. Devoir encore. On a un 2018. Des années qu'on n'a pas. Hey, on a un 92. On a un 92. Un 92. Hey, non, mais attends un peu. On peut-tu cliquer sur l'article 92? Oui, sure. Là, 92, c'est quoi? C'est 30 ans, ça? 31 ans? Ouais. 31. 31 ans. OK. Les universités devront recruter 4000 profs de plus d'ici 10 ans pour contrer une pénurie d'enseignants. Donc, il y a quelqu'un qui l'a prédit en 92. Exactement. C'est fou, là. La pénurie d'enseignants, toutes les années, c'est là. Mais là, celle-là, par contre, ça va être au monde universitaire. Donc, on peut... Mais de deux choses l'une là-dedans. Soit c'est un ragot qu'on raconte d'année en année, ou soit c'est vrai, puis il y a des gens qui c'est vraiment des fiefés imbéciles. Parce que ça fait depuis 1987 qu'on parle de ça dans les journaux. Il n'y a jamais rien qui a changé depuis ce temps-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Écoute, une chance sur 6 pour le nouvel enseignant. Et où est-ce qu'elle est la mention de la pénurie? Donc, Le Soleil, 1987. Ouais, ça n'a pas de Lire sens. page A2, les enseignants. Tadada. Ah, voilà. Malgré le... Ah, là, il y avait un surplus d'enseignants. Il existe par ailleurs des pénuries d'enseignants spécialisés. Hey, regarde! Oh, wow! En 87, tu avais un surplus d'enseignants, mais tu avais des pénuries d'enseignants spécialisés. OK. C'est incroyable. Fait qu'ils sont vraiment bons pour aller faire l'allocation de ressources. Hein. C'est ça qu'on comprend. Là. Ça va vraiment, vraiment, vraiment très bien de ce côté-là. Justement, c'est un peu ça le propos dans le papier. Là. Je lis un peu un petit bout de l'introduction. Ça dit « Note économique montrant que les élèves obtiennent de meilleurs résultats lorsque les écoles peuvent organiser leurs activités comme bon leur semble et prendre leurs propres décisions en matière de dotation de personnel. » Ça veut dire licenciement et embauche. Absolument. Une plus grande flexibilité dans l'embauche et le congédiement des enseignants améliorerait considérablement la qualité de l'éducation au Québec. Note cette étude de l'IEDM. Sur 111 000 enseignants québécois, 4 ont été renvoyés pour incompétence au cours des 5 dernières années. Moi, ça, ce chiffre-là me fait tilter. J'ai fait écouter l'affaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à ma blonde hier. Parce que, tu sais, il y a toute la controverse là, présente. Le gros débat de la semaine, c'était pas la pénurie de profs, c'était le cellulaire en classe. Belle diversion. Demandé par le syndicat, car 92% des gens voulaient ça. Mais, alors que toutes les écoles, excuse de te couper, mais ont déjà une politique reliée à ça. Là. Mais ce qu'on oublie, c'est pourquoi on ne veut pas de cellulaire en classe. Est-ce qu'il y aurait des enseignants qui ont été tapés au printemps dernier? Oh mon ça s'est ramassé dans les médias. Je n'avais pas pensé à cet angle-là. C'est un maudit bon point, ça, Yann. Hey, Yann, aujourd'hui, tu as fait des bons points. Je te l'ai dit, je suis juste moins cave que j'ai l'air. Non, mais tu es surtout assez intelligent pour être avec une femme très intelligente. Oh, ben non, j'ai appris hier cette affaire-là de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. C'est pas elle qui me l'a fait penser, c'est un Patreon. Puis quand j'ai dit ça, on a des auditeurs très intelligents. Mais elle n'avait pas vu passer cet épisode-là de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Fait que j'ai dit, ben oui, t'as pas vu ça? Elle a dit, c'est probablement cette semaine-là, j'avais pas le temps, peu importe. Fait qu'elle on était dans une ride d'auto, puis elle a checké ça, elle a écouté les extraits audio, elle capotait sa vie. Là. Mais il y a parce qu'il y avait eu un suivi de Yves Poirier après. Il avait trouvé d'autres extraits de d'autres enseignants, puis tout ça. Puis, il y avait un cas qui était assez spécial. C'était un étudiant de secondaire 2 de mémoire qui avait enregistré son prof pour dire il crie tout le temps, il sacre après nous autres, ça n'a pas de bon sens. Puis, il l'avait mis sur les réseaux sociaux, ce tape-là. L'enseignant a eu une réprimande, ou l'enseignante, parce que je ne me rappelle pas, a eu une réprimande
pas majeur et l'élève a été suspendu 3 jours. L'élève a reçu une sanction plus grande que l'enseignant pour avoir filmé son prof. Mais tu sais, quand je te disais, Yann, là, qu'il y a beaucoup de gens qui suivent l'actualité et ils sont incapables de faire des liens entre des sujets différents qui ont popé à un moment donné. Moi, tout de suite, j'y avais pas pensé, mais quand il l'a dit, l'auditeur, je dis, ben, effectivement, on a eu un sujet qui était au cœur de l'actualité, qui mettait en scène, puis ça soulevait beaucoup d'affaires, cette affaire-là, notamment le fait que, on le sait, les murs dans les écoles sont en carton. S'il y a une crieuse de même qui gueule après des enfants, tout le monde le savait autour. Donc, tout le monde, probablement que les professeurs qui à côtoient le savaient, la direction le savait. Il n'y a rien qui a été fait. Il a fallu qu'un parent en demande à son enfant d'enregistrer pour en avoir les preuves, que ça se ramasse dans les journaux. Mais personne ne semble faire le lien entre ça et le fait qu'on veut l'interdire des appareils de ce genre dans les classes. Ouais, ben écoute, alors que le lien est évident dans ma tête. Le point là, que tu viens de faire sur l'absence de téléphone intelligent, ça fait partie de quelque chose qu'on mentionne dans la note. Au Québec, le processus de suivi d'une plainte est vraiment très difficile et le processus de génération d'une plainte est aussi assez difficile à générer. Donc, la qualité de l'information qui se rend à propos des incompétents vers les administrations n'est pas particulièrement bon. Après ça, les administrations, lorsqu'elles sont informées d'un incompétent, ne peuvent pas facilement licencier la personne. Le processus, tu as ce qu'ils appellent le processus d'évaluation pédagogique. Ça, on n'en a pas tant parlé dans la note, mais c'est vraiment d'un ridicule consommé. L'évaluation pédagogique, j'haïs tellement le terme, ils utilisent un terme qui laisse croire qu'une fois une plainte émise, ben là, on va faire un processus de suivi, on va mettre l'enseignant en probation. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils ont il y a des lignes directrices hyper subjectives. Il n'y a aucune pénalité pour l'enseignant qui existe. Puis on fait juste suivre si oui ou non. Est-ce qu'ils respectent des normes plus ou moins subjectives? Ouais, toute fin pratique. Il n'y a pas vraiment un processus super subjectif. Donc, il n'y a pas d'évaluation de suivi de qualité qui est faite. Fait que qu'est-ce qui se passe quand tu es vraiment pogné avec un professeur, un enseignant incompétent? Bien, ce que la plupart des administrations font, c'est qu'ils se disent, on va essayer d'écœurer le gars jusqu'à ce qu'il s'en aille. T'es capoté quand tu y penses. Il y a des élèves dans sa classe. Mais là, tu passes du temps à essayer de faire en sorte que le gars, il quitte. Et tu passes énormément de temps à essayer de faire qu'il quitte. Et donc, l'administration passe du temps là-dessus au lieu de sur d'autres tâches. Et il y a du temps qui est gaspillé. Et souvent, ça ne veut pas dire que ça marche. Ou tu le fais passer dans une tâche administrative auquel il n'est pas plus compétent, mais il n'est plus en train d'enseigner au minimum. Et au final, ce que tu as, c'est que sur 5 ans, tu as juste 4 enseignants au Québec qui ont été licenciés. C'est un enseignant sur 26 000 à peu près qui a été licencié pour incompétence. Il y a plus d'enseignants qui sont licenciés. J'aimerais ça que ça soit la vraie proportion de l'univers, mais la réalité, c'est qu'il n'y a personne qui va prendre ça à face value. D'ailleurs, je veux juste dire un truc aussi. Je veux remercier ma co-auteure là-dessus, a fait toute la job de faire les requêtes d'accès à l'information. Emmanuel Faubert a pris le temps de contacter tous les centres de services scolaires, qui est le nouveau successeur aux commissions scolaires. Donc, la même chose. Oui, la même chose, sauf pas d'élection. Ben, en fait, c'est différent, mais c'est le même budget. Pas mal, non, pour vrai, c'est pas mal. On s'est fait embobiner encore, pareil. On va abolir les commissions scolaires. Ah, ta gueule. Je me souviens d'un député de la CAQ qui travaillait avec moi dans un institut de recherche une fois qui me parlait des épargnes inconsidérables que l'abolition des commissions scolaires allait générer. Et maintenant, il est député de la CAQ et il a complètement oublié l'étude qu'il a signée avec moi sur le sujet des économies d'abolir les commissions scolaires. Je ne le nommerai pas parce que c'est un... Est-ce qu'il se fait bien arroser toutes les 2 semaines? Non, une plante verte, t'arroses ça toutes les semaines, excuse. À toutes les semaines, est-ce qu'il est arrosé? Ça dépend. Si c'est un cactus, tu n'as pas besoin de le faire très souvent. D'après moi, ça pique pas fort. Là. Mais j'aime bien Yuri. Oh, je l'ai noté! Mais pour vrai, Emmanuel a fait toute la job de collecter ça. Puis quand elle est arrivée avec les chiffres, parce qu'on écrivait ensemble, je ne la croyais pas. J'ai vraiment dit, y a-tu quelque chose que tu as... J'ai vraiment posé la question, puis je ne l'ai pas dit méchamment. J'ai dit, je ne peux pas croire que le chiffre est si bas. Il est plus bas que dans la période 2010-2015. Yves Poirier a donné un coup à Canis. Il en a trouvé 3-4 en dedans de 2 jours. Là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, puis non seulement ça, mais le truc qui est vraiment important, puis on n'a pas encore mentionné, mais
la qualité d'un enseignant, c'est plus important. C'est la première de toutes les variables, c'est celle sur laquelle tu as le plus de contrôle, parce que tu peux facilement licencier quelqu'un et en embaucher un autre, que toutes les autres variables ont sur la performance des enfants dans les écoles et après l'école. Parce qu'au final, la salle de classe, donc le nombre d'élèves par enseignant, a vraiment un effet minime. C'est comme super minime. Les gens n'arrêtent pas de mettre l'accent là-dessus, mais ça compte pour presque rien. En fait, tu pourrais couper une classe de 10 élèves, ce qui est quand même assez gros au Québec. Là, ça voudrait dire pour les écoles primaires, tu couperais la classe de moitié. Faire ça, ça n'a même pas l'effet d'augmenter la qualité d'un enseignant par la moitié d'un écart type. Tu réalises-tu ce que je suis en train de te dire? La moitié d'un écart type, ce n'est pas beaucoup. Là. Tu fais juste augmenter la qualité d'un prof de 10-15 %. C'est une augmentation mineure. Génère un effet plus gros que de couper la classe de moitié en termes de taille. Donc, tu doubles le temps disponible de l'enseignant par élève. Ça n'a même pas l'effet d'augmenter un peu la qualité de l'enseignant. C'est ridicule, là. C'est la variable. Puis les gouvernements n'arrêtent pas de faire ça. La CAQ proposait de couper la taille des salles de classe parce que ça avait l'air cute. On va faire la maternelle 4 ans. Ils font des dépenses gigantesques sur des variables qui n'ont presque aucun effet. Mais par contre, ils ne s'attaquent pas à la variable qui est probablement la plus importante, c'est celle de pouvoir licencier des enseignants qui sont incompétents. Ben, licencier, puis aussi pouvoir gérer eux-mêmes l'embauche, puis tout ça. Il suffit qu'on amène le sujet dans l'actualité. Là, on a reçu plein de messages. Entre autres, il y a une personne qui nous disait moi, j'ai appliqué pour aller enseigner, tout ça dans la classe. Ça fait des mois, je n'ai jamais été rappelé. Ça, by the way, c'était la même chose pendant la plateforme, là, la patente pendant la COVID. Je contribue. Là. Le ministre, avec les plis dans le front, là, il était à la télé, puis il disait là, il manque tant de personnes, allez vous inscrire, allez vous inscrire. On recevait des messages de gens qui disaient je suis allé m'inscrire, on ne m'a pas rappelé, j'ai pas de nouvelles, j'ai rien, le système ne semble pas marcher. On peut fermer le podcast, le problème est réglé. Manque d'enseignants. Quelles sont les solutions? TVA va nous régler ça. Ah ouais? Eh bien. C'est tout. Il n'y a pas de. Je pensais qu'il allait avoir un niveau. Ben là, tu veux-tu vraiment que je commente? Là? Non. La face du monde que j'ai mis à l'écran est suffisante. Non, c'est correct. Pour les gens, l'audio, il y en a un d'entre eux que dans les derniers mois, j'ai trouvé très charmant. Ouais, Luc. Luc Lavoie. Ouais, Luc, comment est-ce qu'il a faut quand même donner ça à Luc Lavoie, la petite parenthèse. Son débat avec Jonathan Trudeau et Jérôme Landry. Jérôme Landry. Voyons, les gars, deux petits fachos, autres. C'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit, c'est qu'à un moment donné, tu voyais qu'il était tanné de se faire ostiner sur un principe de liberté fondamentale. Puis il a dit ben oui, vous l'êtes. Ah ouais. Je veux dire, à un moment donné, j'avais trouvé que le gars il avait fait l'effort de toute la patience dans le monde il était tanné. avec eux. Puis il était tanné. Puis pour les gens, l'audio, la photo, c'était Paul Larocque, Luc Lavoie, vous l'avez deviné, Gaétan Barrette et Elsie Lefebvre. Elle est tellement overratée. Arrête de l'appeler Elsie Lefebvre. Tu devrais l'appeler. Tu sais qui? José Legault Junior. C'est ça, c'est José Legault Junior. Yann, c'est un bon liner, ça. Elle est tellement overratée, Elsie. Ça n'a pas de bon sens. Ah, regarde, c'est tout qu'un personnage. Mais dans le truc, vous dites il existe plusieurs obstacles à l'embauche et au congédiement des enseignants au Québec. Par exemple, on trouve de nombreuses restrictions à l'embauche de personnes possédant des diplômes hautement spécialisés qui souhaitent devenir enseignants. Par ailleurs, les immigrants qualifiés, à l'exception de ceux originaires de la France, sont également confrontés à des restrictions en ce qui concerne la reconnaissance de leurs compétences. Ça, c'est un point auquel j'ai pensé quand j'ai vu l'affaire. Je me disais, Christy, j'ai déjà parlé avec une personne qui me racontait toute la misère qu'il a eue pour pouvoir se faire engager parce qu'on disait que son diplôme n'était pas bon. Je pense qu'elle venait de la Belgique ou quelque chose comme ça. Là. Et là, je me disais, OK, là, ils sont rendus à dire qu'ils vont mettre des adultes sans aucune formation pour surveiller des classes. Mais tu as des gens, mettons, qui arrivent d'ailleurs, ils ont les qualifications qu'on ne reconnaît pas. C'est n'importe quoi. Là. Mais regarde, je vais te donner un exemple. Si, disons, moi ou Yann, on voulait enseigner les mathématiques dans une école secondaire, Yann et moi, on serait tout à fait qualifiés d'enseigner les maths. Puis probablement, en fait, de nous deux, je suis sûr que Yann serait probablement le meilleur des enseignants, étant donné ce qu'il fait avec le baseball. Fait que probablement que moi, je ne suis pas capable d'enseigner à des enfants, je suis capable d'enseigner à des ados et à des adultes. Là.
excuse-moi, des Arrête jeunes ça, man, adultes. esti. Mais toi, je te vois gérer Impossible. une classe de jeunes qui niaisent. Je suis sûr que tu es capable de les Non, remettre Chris, j'aurais pas le droit de lui d'arrêter. faire des push-ups si j'étais prof de maths. En tout cas, pas le point. 3 Je suis tours sûr de que tu classe serais en courant, probablement- body, Mais le 15 point, c'est push-ups, pas 5 ça. C'est que si burpees. toi puis moi, qui sont éminemment qualifiés en Hey, je te verrais mathématiques, faire des burpees. Là. Oh. j'aurais besoin d'en faire pour perdre un petit peu ma shape de bonhomme Michelin. Si tu te couches sur le ventre, es-tu capable de te relever? Oui, oui. Ok, t'es Oui, je suis pas comme une tortue. Non, je ne suis pas comme une tortue. Mais le problème que j'ai, c'est plus mon cardio est absolument médiocre. On n'aurait pas deviné, Vincent. L'affaire, par contre, c'est que j'ai toujours dit, hein, que je peux manger, je me permets un truc que je vais faire en excès, que j'aime beaucoup, les steaks. Mais par contre, je bois beaucoup moins d'alcool que j'en buvais avant. En fait, je bois juste à peu près 1 verre à 2 par mois maintenant. Alors qu'avant, ceux qui m'ont connu savent que je buvais Ben là, énormément. t'as du Saint-Alien. Puis je fumais. Oui, mais je fumais aussi. J'ai arrêté de fumer, j'ai probablement arrêté de boire, mais je mange énormément de viande rouge. Ça me fait énormément plaisir. Il faut choisir ses péchés dans la vie. Il faut choisir ses péchés dans la vie. Mais si Yann et moi, on voulait enseigner, On pourrait pas. on est éminemment qualifiés pour enseigner les mathématiques. Probablement, on a une meilleure maîtrise de philosophie derrière certains concepts de mathématiques que des gens qui se font enseigner comment enseigner les mathématiques. Donc, tu sais, ils vont voir certains principes d'algèbre que nous, probablement, on a vu des trucs qui allaient derrière. Comme, je pense, Yann, est-ce que les actuaires, vous faites genre abstract algebra? Abstract algebra? Ben, je sais pas. Ça serait, tu aurais vu Fields, Non. les monoïdes. Oh, non, OK, non, donc, OK. Bon, mais dans ce cas, mon exemple n'est pas aussi bon, mais quand même, on serait capable d'enseigner les maths. L'actuariat, c'est très probabiliste. Ah ouais, ça fait du sens. Si vous n'auriez pas vu ces trucs-là, vous auriez mettre plus d'emphase sur d'autres choses. Des affaires réelles. Mais en tout cas, mais le point quand même, c'est que toi puis moi, why don't you eat my shorts? L'idée, c'est que toi puis moi, on serait éminemment qualifiés pour enseigner les mathématiques, conditionnel à être capable d'être pédagogue. Peut-être, faire une petite formation rapide sur la pédagogie, puis on serait good to go. Puis imagine-toi, à 65 ans, quand tu es à la retraite, peut-être que tu peux faire ça genre une fois semaine, parce que tu donnes 2 cours de maths par semaine, puis c'est pas particulièrement demandant. Non, malgré nos doctorats, mon doctorat ou ton bac en actuariat, on n'est pas jugé nécessairement qualifié pour faire cette classe-là. Je pense alors que l'espèce de cours bidon, là, qui est culture religieuse, d'après moi, je suis capable de plus le donner que bien du monde qui le donne. Oui, puis tu sais, non seulement ça, mais il y a aussi un autre truc qu'on oublie. Le ministère de l'Éducation, en disant c'est quoi qui doit être enseigné, choisit un peu qui peut enseigner. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement Je comprends histoire, français, anglais, mathématiques. On peut très bien comprendre, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas, des fois, des cours de rudiment au droit? Donc, de comprendre vos droits. Ça, c'est jamais offert, mais aux États-Unis, où est-ce qu'il y a plus de flexibilité dans les cursus, tu peux voir qu'il y a des cours vraiment uniques qui sont offerts. Tu as les cours APs, Advanced Placement, que tout le monde a, qui sont les mêmes. C'est pas normal qu'on ait tous cousu une paire de boxeurs sacrément si on a tout un tel âge. Les gars de 39 ans comme moi, là, tout le monde au Québec a cousu une paire de boxeurs ou l'autre choix qu'on avait, c'était quoi? Non? Moi, j'avais fait une crèche. Hein? Ouais, j'ai déjà fait ça. Nous autres, notre atelier. Ben oui, je suis un petit peu plus jeune que toi. Je pense que j'ai 2 ans de moins que toi. Okay. En tout cas, moi, on cousait des boxeurs, puis on faisait une recette de cuisine. Puis je sais pas trop, mais tu sais, quand tu parles du monde de mon âge, on a tout cousu des boxeurs. Ben, le cours de techno, avez-vous eu ça, vous autres? Initiation à la technologie? Moi, c'est la machine à gomme. La machine à gomme en bois. Là. Moi, je l'ai faite. J'ai fait la machine à gomme. Ah, attends, nous autres, c'est un atelier de bois qu'on avait. C'est là que j'ai appris à faire la seule tâche manuelle que je suis capable de bien faire, étrangement, de travailler avec du bois. On avait les scies, on avait les équipements, on avait des planches de bois, puis j'avais construit une crèche. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Nous autres aussi, il y avait ça, mais on s'en servait plus parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était coupé un bout de doigt. Comment tu as fait ta machine à gomme si tu n'avais plus de scie? Ils t'ont donné, non. Ils t'ont donné les trucs. Te rappelles-tu les trucs de crème glacée là, ils t'ont donné, puis le fait que tu mets de la colle blanche pour tout coller ensemble? Non, c'était genre, tu prends les mesures, tu fais les trucs, puis il y a quelqu'un qui était où la scie, puis il coupait les trucs à ta place. Oh man, tu me niaises. Non, ça me fait fâcher. Non, c'est pas ça qui est arrivé pour vrai. Oui, c'est ça qui est arrivé pour vrai.
Non, Frank, il bullshit. I'm calling bullshit on that. There's no fucking... Tu viens du lac. C'est probablement la région au Québec où est-ce que l'idée que c'est toi de travailler avec ta machine. Je veux dire, des Montréalais, I could buy that. OK? Des gens de mon coin à moi, là, que leurs mains sont toujours propres, je suis prêt à accepter ça. Mais de ton coin à toi, l'idée... Tu sais, c'est pas comme je peux pas imaginer qu'il n'y a pas un parent qui s'est pointé qui dit « Comment ça se fait que mon gars est prêt de se servir d'une scie? » Ben, c'est ça, puis c'est surtout que chez nous, pratiquement, les grands-pères de tout le monde leur manquent un doigt. Je veux dire, mon grand-père, eh oui, et mon grand-père, il avait un doigt. Mon grand-père avait un doigt, là, il était là. Puis c'était qu'il l'avait sacré dans un banc de scie quand il travaillait à l'usine. C'est arrivé à tout le monde, là, dans le temps qu'il n'y avait aucun... il y a beaucoup de scieries au Lac-Saint-Jean. Ben oui, beaucoup de scieries, de pâte et papier, tout ça. Puis sérieusement, si vous allez au Lac-Saint-Jean encore aujourd'hui, vous spottez des hommes de 80 en montant, ça va être dur de passer une journée sans en voir un qui n'a pas un morceau de doigt qui manque. Là. Ça arrivait. C'est un accident. Ça a l'air extrême dit de même, mais si tu as travaillé pendant 45 ans ou 40 ans ou 35 ans dans une scierie, le pourcentage de chances que tu te sois coupé une fois, il est quand même élevé. Là. Ah oui. Mais oui, ça commençait déjà à l'époque. Là. Ouais, mais là, il est arrivé de quoi? Ça peut-être à l'année d'après, c'est revenu correct, mais moi, je me souviens, on ne pouvait plus y toucher. Là. Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était sacré le doigt dedans. Puis, mais tu sais comment ça fait? Il suffit que tu aies un parent protecteur. Là. C'est quoi cette école-là? Puis on envoie nos enfants, ils reviennent estropiés. Puis, fait que c'était ça. Fait qu'il y avait la machine à gomme, il fallait faire aussi des genres de petits trains sur un. Nous autres, on avait designé de l'architecture sur un vieux Macintosh. Ah, nous autres, c'était sur papier, ça. On avait des Macintosh dans cette affaire-là. Tu sais, vraiment les premiers Mac. Là, 84, j'avais quoi? 15 ans? 99. Fait que des Macintosh de 1999. Attends une minute. Tu sais quand il est sorti du secondaire? 2001. OK. Fait que j'ai fait ce cours-là en 99 ou 2000. Ils avaient des Mac en 90. On avait des Macintosh dans notre cours de techno, nous. En noir et blanc, là. Non, je te crois. C'est juste... Le timeline est étrange. Je suis pas sûr que c'est de l'époque de Steve Jobs. J'aurais pensé qu'en 99... Anyway, le bout que Steve Jobs n'était pas chez Mac, je pense. Ouais, c'était comme le bout de poche de Mac. J'aurais pensé que c'est comme la période de l'apogée des PC. Fait qu'il devait être vieux en maudit des Mac. Ouais, c'est ça. Mais anyways. Ça devrait être ça. J'ai trouvé la machine. OK. Mais l'idée, c'est que quand tu as des classes qui sont organisées comme c'est présentement organisé, oh my God, ça me fait mal. Nous autres aussi, on avait ça. Le Macintosh classique, c'est avec ça que j'ai designé. Hey, est-ce que le clavier était intégré à l'ordinateur? Non, c'était comme ça. Ce cordon-là gris au bout, là, je me rappelle de ça. Parce que c'est-tu à quoi ça me fait penser? Ceux qui ont vu le premier Alien c'était celui où est-ce qu'ils avaient l'ordinateur, puis c'était le logiciel s'appelait Model. Cette affaire-là, ça a été vendu ça ressemble exactement à ça. Ça a été vendu de 90 à 92 et ça valait moins de 1000 $ US. C'est quand même impressionnant la baisse de prix qu'il y a eu, parce que c'était juste pour l'inflation. Le prix d'un ordinateur, ça continue de baisser, même si tu n'ajustes pas pour la qualité. Si tu ajustes pour la qualité, c'est encore plus débile comme baisse de prix. Ça devrait te donner une idée de la capacité d'innovation de l'être humain. Mais pour revenir au truc des écoles, parce que tu as un cursus fixé nationalement... Hey, checkez ça. C'est capoté. Il n'est pas capable. Ah non, mais, il n'est pas capable mais c'est malade, man. Le modèle était vendu avec 1 meg de mémoire, un floppy disk, donc les disquettes de 1.44 meg, pas de disque dur, et avait un clavier également. Le modèle à 1500 $, lui, il était 500 $ de plus, mais tu avais 40 meg de mémoire sur ton disque dur. Hey, 40 meg, aujourd'hui, c'est l'équivalent de 6 tunes, à peu près. Spotify. Ouais, genre. À peu près. Tu pouvais même pas rentrer une chanson sur une disquette. Ah, c'est malade. Ah oui. Apple Super Drive 3.5 inches floppy disk drive. Man, quelle époque. C'est beau, je te laisse tranquille, Vincent. J'ai perdu le fil de ce que je disais au nom de tes interruptions. Mais anyways, le point fondamental, c'est que présentement au Québec, on se concentre sur des variables qui sont impertinentes, qui sont mineures.
la taille des salles de classe, les technologies dans les salles de classe, la maternelle 4 ans, alors que la variable qui compte vraiment, c'est la qualité de l'enseignement. Puis à tout ça, il faut ajouter le fait qu'il n'y a pas vraiment une pénurie d'enseignants dans le terme de pénurie d'enseignants. Il y a une pénurie du temps des enseignants. Probablement que c'est plus plausible de le dire comme ça. Mais ça, c'est parce que le ministère de l'Éducation continue d'ajouter des trucs administratifs, des suivis administratifs qui doivent être faits. Puis si tu regardes la division du temps, il y avait une étude de StatCan que j'essaye de retrouver parce qu'en 2014 ou 2015, je m'étais fait pogner dans un débat au Journal de Montréal parce que j'avais écrit un op-ed disant que la taille des salles de classe n'est pas une variable importante. J'avais eu droit à une réponse du syndicat de la CSQ qui avait publié un op-ed en réponse en disant que je ne savais pas de quoi je parlais, malgré que je citais comme 200 articles scientifiques, mais c'était évident. une revue de littérature. Non, mais quel est l'incitatif? Je vais parler à un économiste. C'est quoi l'incitatif du syndicat? Incitation. L'incitatif du Hey, syndicat. vous vous ennuyez l'un de l'autre, vous êtes fatigués en tabarnak aujourd'hui. On va vous le dire, là. Non, mais c'est quoi les incitatifs du syndicat, Vincent? Le moins de travail possible pour la plus grosse paye possible. Ben non, voyons, Christy, pense en termes de centrale syndicale. Tu vas me le dire, là? Plus de cotisations. Ah, plus de membres cotisants. Comment tu atteins ton effectivement. objectif? Est-ce que tu dis au gouvernement, « Hey, monsieur le gouvernement, on veut plus de profs? » Pas assez subtil. Tu dis, « Il y a trop d'élèves dans la classe. » Tu arrives au même résultat. Puis là, tu peux même avoir un argument qui semble défendable auprès de la population. Ça semble logique. Fair enough, fair enough. C'est pas des caves, les syndicats. Ouais. Mais au final, le résultat, c'est des plus petites salles de classe, pas une variable importante, mais j'avais eu la réponse. Et dans les réponses que je voyais, c'était que je disais que tu peux augmenter l'offre d'enseignants parce que les gens me parlaient à l'époque de la pénurie d'enseignants. Puis que mon propos de licencier des professeurs de pas bonne qualité, c'était plus important. J'avais dit, quelqu'un m'avait sorti une étude, quelqu'un qui était de mon bord avait sorti une étude montrant, puis c'était de StatCan, puis je ne suis pas capable de la retrouver. Ça montrait la division du temps des enseignants. Et tu avais plus de 51% du temps qui était alloué à des tâches administratives et non pas. Et là, quand je disais le temps d'enseignement, c'était le temps en classe, plus le temps de correction, le temps de préparation. Le reste, c'était des tâches administratives, purement administratives, là, qui étaient, techniquement, si tu coupes ce fardeau de paperasse-là, tu pourrais probablement libérer effectivement des enseignants à faire autre chose. Donc, ils auraient plus de temps, soit pour faire des remplacements dans certaines classes, pour faire de la substitution, mais tu aurais une capacité d'augmenter l'offre de travail de manière implicite. Fait que tu prends tout ce que le ministère fait. Présentement, ils font plein de choses qui créent le problème qu'ils n'arrêtent pas de décrier. Et après ça, ils se concentrent sur des variables qui n'ont aucun effet. Je ne devrais pas dire aucun effet, qui n'ont pas d'effet important sur les choses qui comptent le plus, c'est-à-dire la performance des enfants dans les écoles et leur capacité après ça à acquérir des talents non cognitifs, parce que c'est une autre des choses qui est importante. Ce n'est pas juste les scores dans les tests académiques, mais c'est aussi les tests non cognitifs, sociabilité, contrôle des impulsions, motivation, ingéniosité, donc ta capacité à travailler fort, à te motiver toi-même. Ces choses-là, c'est ça que l'école doit essayer de communiquer. Et on ne se concentre pas du tout sur essayer de maximiser ces variables-là, parce que politiquement, les autres affaires sont plus époustouflantes, alors que, par contre, la variable de la qualité de l'enseignement, peut-être pas aussi époustouflante. Tu ne peux pas couper un ruban devant une école, non, puis donner tu une passes subvention. aux côtés de plein de choses aussi. Là. Je comprends ce que tu dis depuis le début sur la qualité de l'enseignement, mais la réalité également, puis Frank a tapé beaucoup sur ce point-là, c'est l'allocation des ressources. Principalement, c'est le bordel. Quand tu parles à des enseignants sur la façon d'allouer les ressources, c'est complètement bordélique. Premièrement, on est en 2023. Il y en a beaucoup qui veulent des tâches de 3 ou 4 jours semaine. Seule affaire, c'est que c'est des horaires de 9 jours. Fait qu'ils essayent de faire fitter ça dans un horaire. C'est le bordel. C'est carrément le bordel. Ah oui, le fameux cycle de 9 jours. Je m'en rappelle. Exactement. Tu sais, les profs, ce qu'ils veulent dans leur vie, c'est le vendredi pas travailler ou le lundi pas travailler ou quelque chose de même. Comment tu fais ça dans un cycle de 9 jours? Ça marche pas. Ça marche fucking pas. Ouais, mais là, on va refuser des temps partiels, des affaires. C'est ça qui fait que tu as moins de profs aussi. Ouais. Regarde, en 2023, le monde ne veut pas travailler 5 jours semaine parce que... Sais-tu pourquoi ils ne veulent pas travailler 5 jours semaine? Tu payes 90 000 par année. Tes taxes comme des hosties de pas propres. Ils n'ont pas d'intérêt à travailler 5 jours semaine de leur côté. Ouais.
L'affaire du temps partiel, c'est vrai aussi. Il y a un autre message qu'on a reçu. C'est un professeur qui était à la retraite qui disait ben moi, j'étais prêt à y retourner. J'aime ça, le contact avec les jeunes, enseigner, mais pas à temps plein. Là. Je veux bien y aller une journée, 2 journées par semaine. Puis le reste du temps, il dit moi, j'ai mon chalet, j'ai mes affaires, Chris. Ma carrière est faite. Là. Je veux y aller pour me désennuyer, prendre contact avec des anciens collègues. C'est juste pour le fun. Pour le fun, tout ça. Là, ouais, ça va être compliqué, pas capable d'accommoder. Lui il dit, moi, mettons, je vous dis, je vous donne le lundi à toutes les semaines. Ça fait-tu, ça? Non, ça fait pas. Non, ça marche pas. Faudrait aussi. Mais tu vois, c'est là que ce qui compte, c'est pas juste de dire qu'il faut se concentrer sur la qualité, parce que je veux pas que ce soit le ministère qui se concentre là-dessus. Ce que je veux, c'est qu'on décentralise la gestion, qu'on coupe. En fait, encore une fois, je maintiens que le ministère de l'Éducation au complet pourrait être aboli, remplacé par une agence avec une centaine de fonctionnaires qui font juste s'assurer du suivi des standards sur les sujets de base. Puis après ça, le reste, tu laisses les écoles se gérer. Et tout le financement suit les enfants. Donc, si tu choisis une école, le financement suit l'enfant. Et les écoles ont toute la liberté administrative de comment. Parce que des fois, il y a aussi un truc. La compétence d'un prof n'est pas. Des fois, tu peux être incompétent dans un contexte particulier. Probablement que Yann. Genre un prof d'éduc qui enseigne des maths. Ben, pas juste ça, des fois, c'est peut-être juste le type de groupe. Si tu es mis dans un groupe de gens qui viennent d'un milieu d'enfants, disons tous des enfants de riches, pour simplifier, puis tu n'es pas capable de communiquer avec eux, tu n'es juste pas le prof agencé pour ce groupe-là, ben tu n'es pas compétent pour ce groupe-là. Ça ne veut pas dire que tu es incompétent dans l'absolu, mais tu serais plus compétent avec un milieu plus divers, où des fois, il y a des profs qui performent bien avec des groupes plus hostiles, où est-ce que les enfants sont plus unruly, mais des fois, c'est juste aussi... Puis tu ne peux pas juger ça de manière nationale. Tu ne peux pas avoir un ministère d'éducation qui décide ça. Non, ça, c'est un truc que tu dois donner la liberté administrative au niveau local pour décider comment agencer les profs avec les bons groupes. Pourquoi le prof qui fait du secondaire 3 en sport-études, où est-ce qu'il y a plein d'enfants motivés qui ont été triés sur le volet avec des critères minimums de notes à avoir, gagne la même paye que le prof qui fait du secondaire 3 en milieu défavorisé avec plein d'élèves à problème dans sa classe? Pourquoi? Effectivement. Parce que c'est syndiqué. Yep. Mais c'est pour ça que je dis la liberté administrative. Puis on sait ça, mais quand tu donnes la liberté administrative, mais aussi la liberté de fixer les salaires de manière différentielle, tu peux encourager des investissements de la part des enseignants dans leur capital humain. C'est-à-dire que celui qui dit, OK, regarde, je veux la paye additionnelle pour enseigner au groupe en difficulté. Je vais faire l'investissement additionnel pour ce groupe-là. Ben, tu devrais avoir une paye supérieure en raison de l'investissement que tu as fait s'il y a une demande pour ça. Il n'y a pas de bonus pour ces trucs-là? C'est comme quand tu vas dans le Nord. Il y a probablement, s'il y a des trucs, c'est des trucs administratifs qui sont fixés pour toute la province. Alors que moi, ce que je dis, c'est que ça devrait être fixé au niveau de l'établissement. Des quotas d'élèves avec Astérix qui ont. Grosso modo. Là. Oui, puis non seulement ça, mais il y a aussi un truc. On oublie que les enseignants sont souvent attachés à une école en particulier, mais il n'y a aucune raison pour laquelle, disons, à l'intérieur de l'île au génie, tu ne pourrais pas avoir un enseignant qui se déplace entre plusieurs écoles. J'aime tellement le terme, l'île au génie. C'est magique. Ça a vraiment pogné pour moi. Mais de se déplacer entre les écoles, avoir plusieurs, salles de classe différentes, ou des fois, peut-être des horaires atypiques. Donc, peut-être dans certains endroits, tu pourrais avoir quelque chose comme un enseignant est vraiment à 5 jours semaine, il enseigne radicalement tous les jours de 8 à 4, puis il fait juste ça, mais la session d'après, il n'enseigne pas. Tu pourrais avoir des horaires différents d'école en école, de région en région, parce que là, ça va fitter selon les contextes locaux avec des cursus différents au-delà des cours de base. La liberté administrative, c'est probablement la seule et unique manière d'encourager la production d'enseignants de qualité. Mais on n'est pas capable, quand tu parles de ça avec des profs, ils ne sont pas capables de concevoir qu'est-ce qui pourrait être différent. Parce que le contexte actuel, où est-ce que tout est normé, tout est conventionné, Statrix. Tu es dans un concept, tu n'es pas capable de voir qu'est-ce qui pourrait être pas pareil. Puis là, tu te dis, ouais, mais là, on pourrait avoir des payes différentes selon la composition de nos classes. Hein? Ben oui, si vous aviez ça, là, vous ne seriez pas en train de faire des repêchages pour laisser tous les groupes de merde aux jeunes, puis que tous les anciens puissent avoir les beaux groupes, puis avoir les 2 pieds sur le pouf. Okay? Ça marcherait différemment. Les jeunes prendraient, ou même les plus vieux, prendraient volontairement des groupes plus difficiles en sachant que la paye est différente.
Mais ça, de penser que ça peut être possible dans un contexte de la CSN, de la CSQ, puis toutes ces affaires-là, je veux dire, c'est sûr que c'est difficile dans vos têtes. C'est sûr que c'est difficile. Mais c'est ça, l'ensemble des possibilités qui pourraient être sur la table si on était décomplexé puis on était un peu moins rigide. C'est ça. C'est des choses qui pourraient être mises sur la table. Mais Christy, on ne peut même pas parler de ça. C'est ça, vous ne connaissez rien, vous connaissez même pas d'enseignants. Vous êtes contre les profs, vous? C'est le genre de critique qui arrive. Écoutez, mine de rien, dans ce podcast-là, Yann a mis la clé dans Télé-Québec et Vincent a aboli le ministère de l'Éducation pour le remplacer par une centaine de ronds de cuir. Donc, suivez-nous. Suivez-nous sur patreon.com/iSénéchal pour savoir dans quelle autre structure de l'État qu'on va sacrer un coup d'âge.